Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Josée du blog 52 semaines avec une autiste Asperger. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule numéro 4 qui parle de l'art délicat d'être mal interprété. À travers quelques situations concrètes du quotidien, je vais pouvoir vous expliquer comment les personnes autistes peuvent être mal vues et mal interprétées. Quand on pense à la solitude, on a toujours un peu cette image tristounette qu'on voit dans les films d'adolescents où on voit un ado qui est dans une cafétéria et qui se fait un peu malmener par ses camarades de classe parce qu'il est tout seul. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour moi, en tant que personne autiste, la solitude, je n'en souffre pas. Dans une situation comme celle que je viens de vous présenter, c'est sûr que ce sont les moqueries, c'est le regard des autres qui vont me déranger le plus. Mais moi, personnellement, être seule, c'est pas un problème. Quand je suis en vacances, mon conjoint a souvent 2 semaines de vacances alors que moi, j'en ai 3. C'est pas rare que la troisième semaine, je la passe toute seule. Je m'enferme à la maison, je fais des choses qui me font du bien, qui me ressourcent. Je m'enferme un petit peu dans mon petit cocon toute seule. Ce qui est triste, c'est que souvent la solitude peut être mal interprétée. Alors que pour moi, ma solitude, c'est un besoin intrinsèque. Ça me fait du bien, j'en ai besoin pour recharger mes batteries. Souvent, cette solitude-là peut être mal interprétée par les gens en société. Ils peuvent se sentir soit rejetés, soit avoir l'impression que c'est du snobisme de ma part. Ce que je tiens à passer comme message, c'est que si je rejette une invitation, c'est tout simplement pas un rejet des personnes qui m'invitent. C'est un choix que je fais en fonction, en bonne partie, de la demande sociale que ça peut être pour moi. C'est en partie dû au fait que trop de bruit, un environnement bruyant peut être dérangeant pour moi. Donc, je vais faire probablement des choix qui vont plus me protéger moi, mais qui ne sont pas contre les personnes autour de moi. Je trouve ça un peu dommage que les gens, se sentent un peu désolés quand ils voient cette situation-là, parce que moi, ma solitude, elle me convient. Moi, j'ai besoin d'être capable de gérer moi-même ma batterie interne. Donc, si je me demande trop socialement, je vais tomber en surcharge et je le sais en bout de ligne que c'est moi qui vais écoper. J'ai souvent l'impression que mon corps parle avec un accent étranger. C'est-à-dire qu'il va y avoir une petite sensation de décalage entre mes paroles et mes postures et mon non-verbal. Je vais souvent avoir la difficulté à savoir quoi faire avec mes bras, donc je vais avoir tendance à avoir l'air d'une poupée désarticulée un peu et à ne pas savoir comment me placer. Et souvent, je vais avoir les bras croisés. Et je sais que habituellement, dans le langage non-verbal, quelqu'un qui a les bras croisés, c'est quelqu'un qui a une attitude de fermeture et qui ne veut pas dialoguer. Donc, c'est pas rare que je vais avoir une conversation particulièrement passionnante, mais que je vais me croiser les bras, ce qui peut donner un message qui peut donner l'impression à l'autre personne que je ne suis pas intéressée à continuer de parler. Je vais souvent aussi avoir de la difficulté au niveau du regard social. Ça veut dire en gros que je ne vais pas regarder de la manière dont les gens habituellement s'attendent dans la lecture du non-verbal. Quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un qui fixait beaucoup dans les yeux. Donc, qui créait un contact, pas nécessairement dans le but de jaser avec la personne, mais qui créait de très gros malaises. De l'autre côté, ça peut m'arriver, durant une longue période de temps, de me mettre à regarder de côté alors que je suis en train de parler. Et ça peut donner l'impression aux gens que, vu que je ne soutiens pas le regard, que je suis une personne qui ne suis pas franche, qu'il y a quelque chose à cacher, ou que je ne suis pas cohérente ou que je n'ai pas confiance en mes paroles. Comme exemple, je pourrais vous donner au travail, à un moment donné, je devais donner des consignes à une collègue de travail et pendant que j'étais très concentrée sur l'information que je lui transmettais, j'avais tendance à cesser de la regarder, puis là, je me mettais à regarder de côté. Mais en réalité, ce que je faisais, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je réfléchissais à ce que j'étais en train de lui transmettre comme information. Et je me rappelle très bien que de son côté, elle se tournait pour essayer de trouver mes yeux pour valider, parce que c'était important pour elle d'être certaine que ce que je disais, c'était cohérent avec ce que je pensais. Souvent aussi, plusieurs personnes autistes, dont moi, ça peut arriver qu'on regarde vers le sol.
Donc, souvent, ça peut être mal interprété parce que quelqu'un qui ne regarde pas régulièrement dans les yeux peut passer pour quelqu'un qui est menteur, pour quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en ses paroles, puis cette personne-là risque de ne pas inspirer confiance malheureusement. Moi, je dirais qu'en gros, dans ce que j'observe moi-même, ça relève plutôt de la gestion de l'information. J'ai souvent l'impression, lorsque je parle avec quelqu'un et que la personne me donne beaucoup de consignes, qu'à un moment donné, je vais cesser de la regarder puis je vais regarder de côté, comme si je faisais, si vous êtes sur un logiciel comme un traitement de texte, vous allez cliquer sur la disquette pour enregistrer. J'ai l'impression qu'à un moment donné, quand il y a trop d'informations verbales, il faut que je détourne les yeux pour enregistrer, pour écouter ce que la personne me dit. Donc, grosso modo, ce que je dirais par rapport à l'interprétation du non-verbal qu'on peut faire par rapport au regard chez une personne autiste comme moi, c'est que la façon de gérer le regard chez nous n'est peut-être pas faite de manière standard. Ce qui est très drôle, c'est qu'on me dit souvent l'expression très québécoise Marie, dis-le à ta face. Parce que souvent, bon, mon non-verbal ne va pas aller avec les paroles que je dis ou avec les situations. Quand j'étais très très jeune, j'étais quelqu'un qui avait un visage plutôt neutre, des expressions faciales qui étaient absentes. Et quand j'ai commencé à fréquenter mon conjoint, ça arrivait souvent qu'on écoute des comédies et qu'on était assis ensemble sur le divan et que je ne souriais pas du tout, je ne riais pas. Et là, François me demandait, ben, il me disait, écoute, est-ce que le film t'ennuie parce que tu n'as aucune réaction? Mais moi, je riais beaucoup, mais à l'intérieur. Dans d'autres situations, maintenant, bon, pour éviter l'image qu'on s'était fait de moi, que j'étais une personne froide et snob, mon expression neutre, c'est devenu d'être souriante. Donc, ça veut dire que je suis souriante à peu près tout le temps, même dans des situations où je suis très anxieuse. Pour vous donner un exemple concret, à un certain moment donné, bon, moi j'ai une maison ancienne, j'ai fait vérifier mon solage pour être certaine là, que tout était bien. Et puis j'ai expliqué au contracteur que j'étais inquiète et il m'a dit, écoutez madame, une chance que vous me le dites, que vous êtes anxieuse par la situation parce que ça paraît pas du tout. Vous avez l'air d'être très calme et vous avez l'air de très bien vivre avec ça. Donc moi, personnellement, ça va arriver que mon non-verbal ne va pas dire les choses qui vont avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ça m'est même déjà arrivé de devoir dire à quelqu'un qu'une personne qu'on connaissait était décédée, mais de le faire avec un grand sourire parce que c'était pas de la méchanceté de ma part, mais tout simplement que j'avais pas pensé de réajuster manuellement mon visage avec la situation. Ça signifiait pas que je n'étais pas triste, mais c'est tout simplement que mon non-verbal n'était pas connecté avec mon message. Donc, ça peut arriver très souvent dans ma situation que mon non-verbal, on ne peut pas vraiment s'y fier complètement pour savoir ce que je pense, ce que je ressens, parce que c'est fort possible qu'il ne soit pas connecté directement avec la situation. Le dernier segment sur l'art délicat d'être mal interprété traite principalement du fait d'avoir de la difficulté à réagir en fusion avec le groupe quand on est avec d'autres personnes. Moi, de mon côté, je vais souvent plutôt réagir en solo, c'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement être en phase avec les autres personnes autour de moi. Donc, c'est possible que les gens ensemble fassent une blague de groupe et on dit toujours que le rire est contagieux et que les gens vont souvent rire sur des lieux communs, sur des termes communs. Moi, c'est fort possible que même si je comprends la blague, si je l'ai déjà entendue, bien, je ne vais pas nécessairement imiter le groupe et rire avec les gens. Surtout si c'est comme je disais tantôt sur des lieux communs, comme des blagues sexistes qui commencent par «On sait bien, vous les femmes, vous êtes» et que ça continue. C'est possible que je réagisse pas et bon, je vais probablement être interprétée soit comme quelqu'un, on parlait souvent de snobisme, mais aussi comme quelqu'un qui peut-être n'a pas compris la blague. Ça m'est même déjà arrivé de dire à quelqu'un, ben si je ris pas ta blague, ça c'est encore une parole sans filtre, je lui ai dit si je ris pas ta blague, c'est justement parce que je l'ai compris. Donc ça peut souvent amener des situations un peu embêtantes. Souvent, j'aurais tendance à ne pas montrer instinctivement dans une conversation des signes d'intérêt. C'est des choses que j'ai dû apprendre à faire manuellement, c'est-à-dire d'encourager la personne à continuer la conversation. Parce que même si, à une certaine époque, j'étais intéressée à la conversation avec
la personne avec qui je parlais, ben, je lui montrais pas nécessairement des signes d'approbation comme quoi, bon, oui, je t'écoute, ou des questions de suivi pour entretenir la conversation. Donc ça amenait les gens à interpréter le fait comme si j'étais absolument pas intéressée par le dialogue dans lequel j'étais incluse. Un autre élément aussi, c'est que j'avais pendant longtemps de la difficulté à exprimer le fait que j'avais compris quand on me donnait une explication. C'est-à-dire qu'on pouvait m'expliquer, bon, comment faire une procédure au travail, quelque chose qu'on attendait de moi. Et puis, bon, je repartais ou je restais figée devant la personne sans lui dire, ben oui, c'est correct, j'ai compris, ou sans lui dire, bon, c'est parfait, je vais le faire. Donc, je me retrouvais dans la situation où la personne me répétait encore la consigne. Et moi, dans ma tête, je ne comprenais pas pourquoi on me répétait parce que je l'avais déjà compris. J'avais tout simplement pas donné l'impression à la personne que j'avais saisi ce qu'elle voulait dire. Donc, je ne lui avais pas donné un feedback. Donc, ça amenait de l'incompréhension. Donc, ceci termine la 4e capsule sur l'art délicat d'être mal compris en tant que personne autiste. Et ben, je vous dis à la prochaine pour la capsule numéro 5.